Bonjour à tous, il y a quelques mois j'ai posté une vidéo sur la configuration des switches HP A5120 et aujourd'hui on monte un tout petit peu en gamme puisqu'on s'attaque à la gamme 5130 de chez HP toujours. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les A5120, je vous la conseille fortement, ce sera vachement utile pour la suite parce que les commandes sont les mêmes quasiment, sauf que là on va juste pousser le truc un petit peu plus loin, mais c'est bien de connaître la base, donc je vous mets le lien en fiche en haut de la vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai essayé de faire une configuration qu'on appelle de stack, c'est-à-dire de connecter plusieurs switches de façon à ce qu'ils réagissent en fait comme si c'était qu'un seul gros switch logique. On se retrouve donc juste après l'introduction pour que je vous présente la configuration à laquelle je suis arrivé après plusieurs heures de recherche et toutes les galères que j'ai rencontrées, je vous explique ça pour que vous arriviez du premier coup. Ok, alors déjà on va commencer par la base. Donc pour le matériel, il vous faudra deux switches de la gamme 5130. Il vous faudra aussi du coup deux câbles d'alimentation ainsi que un câble DAC. Voilà. Ok, alors à ce stade, vous devez sûrement vous demander quel type de câble utiliser pour monter votre stack. La vérité, c'est qu'on peut utiliser presque tous les types de câbles, que ce soit un câble DAC, de la fibre optique et même un simple câble RJ45 si vous avez que ça sous la main. Et forcément, un câble console et un PC. Alors surtout, vous inquiétez pas, je vous mets évidemment toutes les références dans la description. Ok, maintenant on enchaîne tout de suite avec l'installation du matériel. Donc j'ai préparé les switches, je les ai empilés tout simplement parce qu'après ça va finir raqué dans une baie. Ensuite, on va aller brancher les câbles d'alim à l'arrière. Hop. On branche le câble console sur le premier switch. Et ensuite, on peut retourner sur le PC et démarrer PUTTY pour préparer la configuration du switch. Tac. Et tac. A few moments later. Ok, alors juste avant de passer à la configuration IRF, on va déjà commencer par mettre à jour nos switches. Pour ça, on a deux méthodes possibles. Soit on peut passer par l'interface web, donc le web access. On télécharge la version du firmware à jour et on la téléverse directement depuis l'interface web. Soit on peut passer par un serveur TFTP, c'est ce que j'ai choisi comme solution. J'utilise un logiciel open source, un serveur TFTP open source qui s'appelle TFTPD64. Je vous recommande la deuxième solution qui est plus facile, ça bouffe beaucoup moins de temps. Si vous voulez, je vous présenterai également la méthode avec l'interface web. Ok, donc on se retrouve sur le site de HP pour télécharger justement la version du firmware qui nous intéresse. Alors c'est super important de faire attention à bien mettre le bon modèle forcément et surtout faire attention à la version et à la release. Donc dans mon cas j'ai pris la version 7.10 donc 7.1 en release 3506P11, donc faites vachement attention aussi à la release. Le truc 3506P11 c'est super important et des fois à une version près on peut se retrouver avec un stacking qui marche pas parce que les switches sont pas à jour sur la même release. Tout sera en description, vous en faites pas, il n'y a aucun souci, vous devriez vous y retrouver sans souci. Donc, on clique sur Download, hop, tac tac tac, on accepte les termes de la licence et on télécharge. Voilà, donc je vais laisser ça se faire, et normalement il n'a pas pour trop longtemps. Et à la fin ça va nous sortir donc un fichier zip. Donc une fois que vous avez extrait votre zip, ce qui nous intéresse dedans c'est juste le fichier .ipe qui est juste là, c'est le fichier de version. Et le reste en vrai on s'en tape un peu, moi j'en vois pas l'utilité à mon niveau. Voilà, donc ce qui est important c'est ça qu'il faudra mettre dans votre serveur TFTP. Donc on se retrouve sur Qt. Comme je vous ai parlé du coup pour mettre à jour le switch avec le TFTP, il y a la commande copy qui existe que j'ai jamais réussi à faire marcher, c'est à dire qu'il me la trouve mais dans les arguments genre je mettais du TFTP flash et j'ai jamais réussi à faire marcher, jamais réussi à copier quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé une autre technique qui est de passer par l'extended boot menu.
Donc pour faire ça, c'est tout simple. On va commencer par reboot le switch. On sauvegarde, oui. Tac, tac. Et on redémarre. Pour upgrade notre firme en TFTP, on n'oublie pas de relier un port de notre switch au port RJ45 de notre PC avec un câble Ethernet. Personnellement, je l'ai mis sur la première interface du switch. Voilà, donc le switch va redémarrer. C'est possible que ça fasse un petit peu de bruit. C'est les ventilateurs, je m'en excuse d'avance. Donc il faut faire attention. Et juste là, en fait, après, il va nous proposer d'accéder à l'extended boot menu en pressant CTRL B. Donc normalement, ça arrive maintenant. Voilà, donc on martèle un peu les touches de CTRL B. Ok, donc quand on arrive dans ce menu, on est donc dans l'extended boot menu, c'est ce que vous voyez là. On va cliquer sur notre première option, donc download image to flash. Donc pour ça, on va rentrer le petit 1 ici, hop. Il nous demande si on veut paramétrer le protocole TFTP ou passer par du FTP, du Xmodem ou retourner au boot menu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de passer par un protocole TFTP. Donc on va mettre l'option 1, pareil. Alors, il nous demande le fichier qu'on veut charger. Donc, alors, faites pas attention à ça, c'est juste que j'ai fait une connerie, une manip de merde avant. Donc, on va dans notre nom de fichier, on copie et clic droit pour le coller. Ensuite, l'IP du serveur. Pareil, faites pas attention, hein, c'est juste une connerie. Hein. On va mettre 192.168.1.99 par exemple. Si vous voulez modifier l'IP de votre PC, n'oubliez pas, vous faites ouvrir les paramètres réseau et internet, modifier les options adaptateur, Ethernet, propriété, protocole internet version 4, et là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mettez en 192.168 ce qu'on appelle les adresses IP de classe C et un masque en /24, c'est le plus simple. Et évidemment, hop, tac, je ferme et on devrait être bon. Ensuite, l'IP local, donc ça c'est l'IP du switch que vous avez paramétré. Donc si vous n'en avez pas fait, essayez d'en mettre une, c'est bien. Sinon je crois qu'il en met une par défaut. Mais dans le pire des cas, vous créez un VLAN, vous faites une interface et vous faites la commande IP adresse. Donc vous mettez l'adresse IP que vous voulez, il faut que ce soit dans le même sous-réseau forcément que l'adresse IP de votre serveur. Et ça devrait le faire. Voilà. Le masque on peut laisser en 4x0. Si jamais vous avez des soucis avec le 4x0, essayez de passer en 255.255.255.0. Le /24 ça marche très bien aussi. C'est ce qu'on avait paramétré de toute façon pour l'adresse IP de notre PC. Et la gateway, donc la passerelle, on n'en aura pas besoin, donc on peut laisser en passerelle par défaut en 4x0. Ça charge. Alors, est-ce que vous êtes sûr de vouloir télécharger? Alors avant d'accepter quoi que ce soit, vous allez aller dans votre serveur TFTP que vous avez téléchargé et vous allez changer l'interface du serveur en l'interface que vous avez paramétrée, en fait l'adresse IP que vous avez paramétrée précédemment sur votre PC. Donc pour ma part c'est le 1.99. Ensuite on fait un petit show dir pour montrer ce qu'il y a dans le répertoire et explorer, et vous vérifiez que vous avez bien mis donc le fichier en .ipe dans en fait dans le répertoire du serveur TFTP, sinon il ne pourra pas le trouver forcément pour le télécharger. Donc mettez bien votre fichier juste là. Quand tout est bon, vous pouvez retourner sur Qt, vous faites un petit yes, et là ça va se télécharger, donc ça prend un petit peu de temps. Je vais laisser tourner ça et puis je vous mets ça en accéléré et puis on se retrouve juste après. A few moments later. Ok, donc c'est bon, on peut voir que notre fichier a bien été transféré. Ici il nous affiche que c'est down. Là on voyait le fichier qui avait été transféré. Maintenant on nous demande si le fichier qu'on vient tout simplement de télécharger, est-ce qu'on veut que ce soit l'image principale, l'image de sauvegarde ou aucune des deux. Dans notre cas on veut mettre à jour le switch, donc il faut forcément choisir l'image principale. Si vous voulez juste que ce soit une backup, vous pouvez la mettre en backup, ou si vous la téléchargez juste comme ça, vous pouvez la mettre en known. Je vois pas forcément trop l'intérêt, mais ça doit avoir une utilité. Dans notre cas c'est la principale, donc on met un M pour main.
Et là il faut juste attendre que l'image se décompresse. Ça peut pareil prendre un petit moment. Je vous laisse en accélérer. Ok, une fois que c'est fait, il nous ramène forcément à l'extended boot menu. Là il nous reste plus qu'à reboot le switch. Donc on appuie sur forcément 0. Hop, tac, tac, on reboot, le switch va redémarrer. Et ensuite on pourra passer à la configuration IRF une fois qu'on aura viré les anciens fichiers qui étaient les anciens fichiers de version qui étaient dans le switch. Ok, une fois que le switch a redémarré, on se connecte dessus, entrée, tac, et on fait donc un dir flash. Hop, 2./. On regarde dedans au niveau des premières lignes normalement. Donc voilà, donc là j'ai deux versions de boot. Il y a la 3109, c'était l'ancienne version, et la 3506P11, c'est celle que je viens d'installer. Donc je vais justement supprimer la 3109 au niveau du boot et au niveau du système. Donc hop, tac, on fait delete 51. Alors j'appuie sur tabulation, c'est pour gagner du temps, hein. Hop, donc là on va delete le boot en 3109. Faites attention à pas supprimer la version que vous venez d'installer, vérifiez bien. Hop, on fait entrée, on acquiesce. Ok, une fois que c'est fait, on fait pareil, mais on va à la place de boot mettre système. On accepte et voilà, c'est bon. Donc maintenant votre switch est à jour, vous avez plus qu'à faire pareil pour le deuxième et on se retrouve juste après pour la configuration IRF. Alors juste avant de commencer, je me permets de préciser quelques petits trucs avant de rentrer dans le gros du sujet. Donc déjà je vais faire des petits rappels donc, sur ce que c'est l'IRF, etc. Donc l'IRF en fait c'est une technologie qui a été développée par H3C, donc c'est une boîte qui a été rachetée par HP et ça signifie Intelligent Resilient Framework. Donc en gros c'est une techno qui consiste en gros à mettre en lien plusieurs switches physiques pour faire en sorte qu'ils agissent comme si c'était un seul gros switch logique. Donc avec cette techno on peut empiler jusque 9 switches, donc c'est important, essayez pas d'en empiler 10, ça ne marchera pas. Et honnêtement pour ce que nous on veut faire, ce sera largement suffisant parce que moi je peux en utiliser que 2. Maintenant qu'on est d'accord sur les termes, on peut rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vous affiche à l'écran un schéma de la configuration qu'on souhaite mettre en place. Donc je vous l'affiche normalement juste là, voilà. Je me suis gavé sur le schéma, hein. J'ai fait un truc beau gosse. Ouais, je sais, ça m'arrive. On a donc deux switches reliés par un câble DAC, donc le câble que je vous ai montré tout à l'heure, les câbles Twinax DAC, qui sont connectés dans les ports SFP+, et je les ai mis dans les ports 51 du switch. Après, 51, car peu importe, tant que c'est des ports SFP, vous pouvez le mettre dans n'importe quel port, ça change rien. Vous pouvez même mettre sur le 48 sur un port, enfin 49 sur un switch, et le 52 sur le deuxième switch. Honnêtement, ça change pas grand chose. Pour que ce soit plus simple, sur le schéma j'ai fait figurer un switch maître et un switch esclave, mais il faut savoir que malgré du coup les niveaux de priorité différents qu'on va attribuer, ce sera pareil, les switches sont considérés pareil à la fin, parce que en gros si admettons notre config est en place dans une baie, etc., et que notre switch maître vient à claquer, ce qui peut arriver, une perte de courant ou n'importe quoi, le switch esclave devient maître, et si jamais le switch maître revient, il restera esclave, c'est-à-dire que genre il redevient pas maître parce qu'il l'était avant et parce qu'il a une priorité plus élevée. Donc ça c'est important à savoir. Ça peut aussi aider à savoir s'il y a eu une panne du switch maître ou pas, en regardant si ça a décalé sur un autre ou pas. Mais c'est important à savoir. Donc malgré la priorité, il faut faire gaffe à ça. En fait, les switches sont considérés de la même manière. Ok, donc maintenant que les switches sont mis à jour, que les anciennes confs sont virées et que tout est bon, on va pouvoir passer à la configuration IRF. Donc je vous ai montré le petit schéma de fonctionnement qu'on va tenter de reproduire. Déjà je vais commencer par me connecter au switch.
Voilà. Ok. Donc, une fois que c'est fait, on peut faire la configuration RF, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer par aller éteindre le port qui nous intéresse. Donc on va aller dans l'interface. On passe en vue système, ensuite on va aller dans l'interface qui nous intéresse. Donc pour nous c'est donc la 1/0/51 et on va la shutdown. On l'éteint, hop, et on peut quitter. Ensuite on va aller faire IRF port 1 sur 1 et on va lier l'interface qu'on vient d'éteindre, donc qui sera notre interface où sera branché notre câble DAC au port IRF. Donc port groupe interface 10 gigabits 1/0/51. Ok. Une fois que c'est fait, on quitte. On peut retourner dans notre interface. IRF port configuration active, ça c'est pour activer du coup la configuration IRF. Hop, et voilà. Et une fois que c'est fait, on va donc définir notre priorité à notre switch, c'est-à-dire que celui-là c'est notre premier, donc déjà on va donner un petit nom, name master, voilà, et on va lui donner la priorité la plus haute, c'est-à-dire 32. IRF member 1, puisque c'est le switch 1, c'est le master. Priority 32. Et voilà, du coup notre compte sur notre switch 1 elle est bonne. Si on fait un petit display IRF, on devrait voir que c'est le member ID 1, il a le rôle de master, la priorité de 32. Ok. Ensuite on se connecte au deuxième switch du coup. Et on va commencer déjà par passer en system view et par lui donner un petit nom. Je vais l'appeler slave, ce sera l'esclave, comme ça on a le maître en premier et l'esclave en deuxième. Et alors là ce qui est important de faire en tout premier, c'est de renommer en fait, changer le nom et surtout le numéro d'IRF. C'est-à-dire que le premier, le switch master est en IRF member 1. Celui-là du coup si on le laisse en member 1, ça pourra pas le faire, il y aura collision, donc il faut le passer en IRF member 2, donc c'est pour ça on va utiliser la commande remember. Donc IRF member 1 renumber 2. Hop, il faut faire attention parce que ça peut faire perdre la configuration active, la configuration qui est présente, donc bien la sauvegarder avant. Donc, on va commencer par reboot le switch et on se retrouve juste après le reboot. Tac, tac, tac. Et voilà. Ok, une fois que le switch est reboot, du coup, on se connecte dessus. Voilà. On vérifie qu'il a bien changé de numéro, donc on va faire un display IRF. Le member ID est bien passé en 2, c'est parfait. Hop. Pour le moment il est master parce qu'il ne se voit que lui, c'est normal puisqu'il n'est pas encore connecté à l'autre. Du coup ce qu'on fait c'est, hop, on va faire IRF. Ah, system view, IRF, member 2, priority 20, voilà. Bah, 20 c'est, j'ai choisi la valeur là un peu au pif. Vous mettez ce que vous voulez tant que c'est pas supérieur ou égal à la priorité du switch maître. Ensuite on va aller du coup éteindre notre interface 51, donc interface 10 gigabits 1/0/51. Ah ouais, forcément, oui. Alors ouais, faites attention à ça. Pour l'autre on était en interface 1/0/51 et là du coup forcément vu qu'on vient de changer le member ID on n'est plus en 1, on est en 2, donc 2/0/51. Faites vachement attention à ça, sinon vous allez avoir des soucis. On la shutdown, on quitte. Ensuite
IRF port 2/2. Forcément, on n'est plus en 1 comme pour le premier. Et on va port group interface 2/ alors 10 gigabits 2/0/51. Voilà. Et là, juste avant de rallumer l'interface, on va brancher notre câble DAC. Ok, là notre configuration est quasiment terminée, il ne nous reste plus qu'à rebrancher le câble DAC. Donc pour ça, on va dans... Alors on a choisi le port 51, donc sur le premier, on va mettre... On se retrouve maintenant, une fois que notre câble DAC est branché, on peut donc undo, shutdown, quit, et IRF port configuration active. Là normalement nos switches devraient reboot si tout se passe comme prévu, donc là ouais, il est bien en train de reboot. C'est le deuxième qui va se reboot pour se passer en IRF et ensuite normalement notre configuration sera finie et notre IRF sera en place. Ok, donc une fois que le switch a redémarré, hop, entrée, on se connecte. Et on peut... Donc on voit qu'on était toujours sur le switch esclave, mais que maintenant il est passé en master, puisque forcément c'est le maître qui prend le dessus. Et on peut display IRF. Et là on voit que nos deux switches sont connectés. Donc on voit le member ID 1, le switch master, et l'autre, le deuxième, qui est en stand-by, avec une priorité plus faible. Voilà. Hop. Pour vérifier aussi, on peut faire un petit display interface. Alors on peut même display current configuration, normalement on devrait avoir toutes les interfaces dedans. Hop, sur mon grand écran. On voit que voilà, on a jusqu'à la 48 pour le 1/0/48 et ensuite on voit directement sur le même switch les interfaces du deuxième, donc 2/01 jusque normalement 2/0/48 qui sont ici, et ensuite tous les ports SFP, les 49, 50, 51, 52 pour le premier et le deuxième. Et donc voilà, donc la configuration IRF est terminée. Là c'est tout bon pour notre conf. Vous pouvez maintenant faire vos petites confs perso là-dessus. Si vous avez un petit problème, n'hésitez pas à me contacter. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et lâcher un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir et surtout ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Je sais que je publie pas régulièrement, mais le souci c'est que le matos coûte assez cher et que j'ai pas forcément le moyen d'y avoir accès de façon gratuite tout le temps. Dès que je peux, j'essaye de le faire. Donc voilà, si tu peux t'abonner et mettre un petit commentaire, franchement ça m'aide énormément et ça m'encourage à en faire d'autres.